Bonjour à tous, Alain Rodriguez de l'ACTA. Je suis à Baziège, dans la Midi-Pyrénées, et je vais vous présenter les résultats d'un dossier qui date déjà, c'est 2016, donc ça a commencé en 2017. Donc je vais vous demander un petit peu de tolérance par rapport à ce qu'on savait à l'époque et ce qu'on sait maintenant. Donc c'était un projet... Voilà. Les questions principales qu'on se posait à l'époque, et qu'on se pose toujours, j'ai l'impression, c'est est-ce que la couverture du sol, c'est un outil qui nous permet de gérer la flore adventice, au-delà de tous les services vertueux qu'elle amène, couverture du sol, qu'on a vu tout à l'heure, c'est parfait. Et puis, quel est l'effet de ces couverts? Je vais essayer de régler un petit peu tout ça, parce que je ne vais pas y arriver comme ça. Voilà. L'effet de ces couverts sur l'évolution générale du salissement des parcelles. Est-ce qu'on est capable de les maîtriser ou pas? Est-ce que c'est un outil? Alors voilà, on a déposé un projet national avec les partenaires des instituts techniques, donc bien sûr les partenaires traditionnels, Arvalis, Terre Innovia, l'Institut de la Betterave. On avait aussi les chambres d'agriculture, on a le CREAB, l'ITAB, les écoles d'agriculture, enfin bon, l'INRA, tout ça. Voilà, c'était un gros projet national. Déposé en 2016 et puis qui a débuté en 2017 jusqu'en 2019. Là, je sais qu'au fond, vous ne voyez rien parce que j'ai passé la matinée au fond, donc je sais très bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Il y a 3 actions, il y a 3 grosses actions. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je parle trop fort? Tout va bien? Allez, la première action, c'était quoi? C'était... on va voir l'effet découvert à l'échelle de la culture. Ensuite, on va voir ça à l'échelle du système, globalement. Donc, c'est la gestion du couvert, l'effet du couvert sur des cultures, et puis après, comment gérer ces couverts dans le système. Puis, bien sûr, la valorisation inhérente à tout ce type de projet. Alors, je n'ai pas dit, c'est un projet CASDAR qui est financé par le ministère de l'Agriculture. Bien. Alors donc je vais vous donner quelques résultats, je ne vais pas tout vous donner. Les 3 axes principaux, c'est le semi-direct qui a été travaillé à Dijon, par l'INRA de Dijon. Voilà, les couverts permanents plutôt travaillés par Arvalis. Et puis un essai système qu'on a mis en place sur le lycée agricole d'Ozeville avec la plateforme agroécologique et puis l'ACTA. Voilà. Alors l'INRA, la question qui se posait, c'est quoi? Est-ce qu'il vaut mieux semer des couverts avec beaucoup d'espèces ou découvert avec peu d'espèces? Et donc ils ont fait le choix de mettre en place une manip sur deux années, 2 fois la même manip, 2 années successives, où ils ont comparé des couverts avec 2 espèces. Si on avait su, on en aurait mis 3, c'est dommage. Bon, on n'a fait que 2, bon, on aurait pu en rajouter une 3e, et on les compare à 8 espèces. Voilà, des couverts simples à des couverts composés. Et puis, autre critère de comparaison, avec ou sans légumineuses. D'accord? Donc on va comparer tous ces couverts. Alors parmi les espèces que vous voyez ou que vous ne voyez pas, il y a de l'avoine, du seigle, sorgho, millet, des différents types de vestes, des trèfles, etc., navettes, etc. Donc, et puis dans ces couverts-là, différenciés, on va voir l'effet de la fertilisation, de l'irrigation et l'effet sur la flore adventice. C'est la grande plateforme en micro-parcelles qu'ils ont mis sur Dijon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, ils nous disent que les couverts qui produisent le plus de biomasse sont ceux qui n'ont pas forcément de légumineuses. Voilà. Si on veut produire de la biomasse, on n'est pas obligé de mettre des légumineuses. Par contre, qu'est-ce que c'est qui amène la matière organique dans le sol? Est-ce que c'est la biomasse et les légumineuses? D'accord? Ça, c'est une première question. Mais ceux qui produisent le plus de biomasse, qui font le plus de couverts, c'est tous les couverts qui ne comportent pas forcément des légumineuses. Donc, c'est les moutardes, les facélias, etc. Ça, on le sait maintenant, on le sait, c'est acquis. À l'époque, on ne savait pas tant que ça. Voilà. Deuxième, si j'amène un peu d'azote, alors on est un peu hors d'âge là, parce que l'azote coûte très cher maintenant. Ouais. Mais si on en amène de l'azote quand même, et j'en connais qui le font dans leur couvert, eh bien, on favorise le couvert et on provoque une augmentation du volume d'à peu près 50% du volume. Voilà. Et ça, forcément, à nouveau, dans des couverts qui n'ont pas de légumineuses, puisque la légumineuse ne va pas le valoriser. Donc voilà, on peut fertiliser à l'époque où ça ne coûtait pas trop cher. Voilà. Et est-ce que si je mets beaucoup d'espèces dans mon mélange, est-ce que ça favorise la concurrence sur les adventices? Non, pas forcément.
Pas forcément. Ce qui favorise la concurrence sur les adventices, c'est le volume végétal. Hein. C'est pas, il y avait une idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, une idée d'espèces complémentaires. Ça doit exister toujours. Mais ça ne marche, ces espèces complémentaires, des grandes espèces, des petites, qui vont boucher les trous. En fait, c'est une espèce de maillage d'espèces comme ça. Ça, c'est une idée qui existe en écologie, mais qui a une vision plus à très long terme, quoi. Sur une interculture de quelques mois, ça ne marche pas, quoi. C'est un truc, il faut être assez rapide et direct. Voilà. Voilà, ça c'était à peu près pour l'INRA. Donc en résumé, l'INRA nous dit quoi? Il nous dit, si vous voulez faire du volume végétal, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'espèces dans l'objectif de faire du volume rapidement, vous en mettez que 2, pas forcément des légumineuses. Si votre objectif par contre c'est de faire un couvert avec, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Un couvert avec un autre objectif qui n'est pas forcément de faire du volume, mais aussi d'amener de la biodiversité et peut-être des qualités de votre couvert que peut-être vous ne ferez pâturer. Okay, qui sait? Alors à ce moment-là, vous pourrez rajouter des espèces complémentaires. Voilà. Ce qui fait la concurrence du couvert sur la flore adventice, c'est le volume végétal. Reste toujours la question de savoir, est-ce que c'est un outil qui va nous permettre d'avoir des parcelles plus propres après le couvert? Parce que c'est ça la question. Hein. Ce qu'on veut, c'est pas que le couvert soit propre. Ce qu'on veut, c'est que notre culture soit propre derrière, hein, globalement. Et donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Bien. Et puis après, donc ça c'est un petit peu les résultats de l'INRA, là. Puis il y a une autre étude assez dense qui a été menée par Arvalis, qui ont compilé un grand nombre d'essais où ils comparaient à la fois des essais de 2017 à 2019, des essais alors avec un colza, un couvert semé dans le colza, et différentes modalités de destruction de ce couvert, puis ensuite on met un blé, d'accord? C'est ça la succession. Donc on fait un colza, un couvert un semis de couvert sous le colza, ensuite destruction chimique, mécanique ou mixte de ce couvert et implantation d'un blé. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc c'est une série d'un grand nombre d'essais là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ces couverts un petit peu finalement ça nous amène des restrictions de désherbage. Donc concernant la flore, la gestion de la flore, l'implantation de couverts ou la gestion, la conservation de ces couverts, des couverts permanents ou pseudo-permanents, ça va nous compliquer la vie en termes de choix de molécules et de gestion de flore. Ça, voilà, ça c'est la première découverte, c'est pas énorme, hein, mais on le savait. Hein. Et le couvert permanent, généralement, ce qu'on a pu observer dans ce réseau national, c'est qu'il se salit plus vite que le reste, hein, que les autres, parce que d'une part, on n'arrive pas à le maîtriser rapidement, et d'autre part, souvent, c'est les graminées qui passent dedans. Voilà. Pour les dicotes, globalement, ça se passe bien. On arrive à maîtriser les dicotes. Dans les couverts, il n'y a pas d'espèces qui grainent, ou très peu, ou alors des petites espèces. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, ce qui passe au-dessus, ce sont les graminées, c'est les raies et les vulpilles et compagnie. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Et c'est ce qui pose actuellement le plus de problèmes. C'est comment gérer ces raies sorties d'hiver pour implanter des cultures de printemps. Voilà, la grosse problématique. Voilà. L'impact sur la flore adventice dans les blés est très incertaine. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, l'impact direct n'est pas évident. Et ça, c'est assez classique, c'est valable pour plein d'études. Je me souviens des toutes premières études que j'ai faites dans les années 90 sur la jachère. Il y avait une année pratiquement entière de sol nu avec des développements inconsidérés de flore adventice sauvage. Et on nous avait demandé quelle est l'incidence sur les cultures qui suivent. Eh bien, zéro. On n'a rien vu. On n'a rien vu parce qu'il y a un effet de latence du sol. Il y a des espèces spécifiques qui se développent dans l'interculture qui ont beaucoup plus de difficultés ensuite à se développer dans la culture. Tout n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet du couvert pour l'instant sur le salissement des parcelles qui suivent, en dehors des accidents de maîtrise dans le couvert. Hein? Voilà. Et puis, bien sûr, le travail du sol, je suis désolé, je vais en parler un petit peu, puisque le travail du sol, ça reste encore la modalité la plus efficace de maîtrise des couverts et du salissement. Voilà. Donc ça, c'est des résultats un petit peu disparates, qu'on a beaucoup de mal à synthétiser, à rassembler. Et donc, on s'est dit à Hauseville, on s'est dit on va mettre en place un essai où on va mettre en place un gradient de travail du sol, du labour
au travail du sol superficiel ou au non-labour, et on va croiser ça avec une durée croissante de couverture du sol. C'est-à-dire pas de couverture, du couvert intermédiaire, couvert intermédiaire, et du couvert permanent ou pseudo-permanent. Voilà, donc ça fait une espèce de croisée, labour, pas de couvert, travail superficiel avec des couverts intermédiaires et pas de travail de semi-direct et couvert permanent. Et on va essayer de voir ensuite à la fois la faisabilité, les difficultés ou pas, ou les facilités de conduite de ces systèmes, et puis surtout l'impact sur la flore. Alors bon, vous avez le tableau là que vous n'arrivez pas à lire, je le sais. Hein. Globalement, dans les couverts intermédiaires, c'est facélie moutarde, globalement. Dans le couvert permanent, c'est du trèfle blanc de nain. Hein. Et puis il nous est arrivé une année de faire un couvert enrôlé sorgho fève orale. Vous savez, sorgho juste après récolte de la céréale, et après destruction du sorgho à l'automne, et on implante une fève orale pour l'hiver. Voilà. Un couvert enrôlé. Voilà. Et donc, bon, voilà, vous avez la succession. Donc, on commence par un sorgho, là, pour tout homogénéiser, puis après, on met un blé tendre d'hiver. Derrière le blé, je ne vais pas me tromper, un tournesol, puis soit un soja, soit un sorgho, ça dépend des modalités. Hein, et on revient sur un blé. Et au bout du blé, on fait le bilan. On regarde ce qui s'est passé sur le salissement. Voilà, globalement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Là, en haut, c'est la flore avant la mise en place du blé, salissement initial dans le blé. En vert, c'est le raie gras. D'accord ? Je sais que vous ne voyez pas, mais à gauche, vous avez le référentiel labour. Juste après, couvert intermédiaire avec un travail du sol superficiel, d'accord, couverture intermédiaire. Ensuite, le non-labour superficiel avec une ouverture intermédiaire. Puis arrivent les semi-directs et couverts permanents. Donc on sent qu'il y a une pression raie gras. Hein. Et puis ensuite, à droite, là, vous voyez le salissement avant récolte dans les blés. On sent que le raie gras, il a pris un peu de place dans les deux derniers systèmes, notamment tout ce qui est pseudo-permanent, couvert permanent et semi-direct. Tout ce qui est dans le semi-direct. Ça, on le savait, on s'en est douté. On a assisté à une explosion de tous des raie gras qui sont passés à travers les couverts. Hein. À couvert, c'était le trèfle blanc de nain, qui a eu beaucoup de difficultés à s'implanter, ce trèfle blanc de nain. Et on a eu beaucoup de difficultés à le maintenir. Bien. Donc on sent une pression raie gras. Et en bleu, c'est la vulpie. En bleu, c'est la vulpie. Voilà. En gros, globalement, c'est ce qu'on va voir à chaque édition. Vous avez sur votre document, vous avez un petit peu toutes les cultures. Je vais passer sur le tournesol. Ça a été une année ratée. Je l'ai mis par acquis de conscience, mais je ne voulais pas vous le montrer. On fait entre 1,5 et 3 quintaux hectares. Autant dire que bon, c'est un tournesol raté. Je vous ai mis la photo, c'est une année particulière. Hein. Donc, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire en 2019, on arrive voilà, dans des couverts, à nouveau dans les couverts permanents, les semi-directs, on arrive à des grosses infestations de raie gras. Et bam, comme notre essai il est sur le lycée agricole d'Ozeville, ils ont reçu des recommandations du ministère, on supprime le glypho. Donc là, on arrive dans une situation où on est à gérer les couverts d'interculture et les couverts permanents, et on nous supprime le glypho. Autant dire que ça va être western, quoi. Ça va être un peu compliqué. Ceci dit, on s'en sort à peu près. Bon, allez, vous regardez vos documents. En bas, c'est le soja. Le soja, on s'en sort bien, désherbage. Bon, tout va bien, désherbage. Mais on a toujours cette grande difficulté avec les graminées. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire globalement? C'est que l'effet... Je vais me mettre un petit peu comme ça sera mieux, voilà. Sur les dicotes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mis un Y? Oui, les dicotes. Bon, les couverts, ils réduisent fortement le développement de dicotes, ça on le sait. Et puis les couverts, que ce soit intermédiaires ou pas, les couverts d'interculture, pardon, pas intermédiaires, les couverts d'interculture, ça va réduire, plus ils seront développés, plus ils vont réduire le développement végétatif des dicotes. Donc ça, on arrive à gérer. Et il n'y aura pas de graines, que ce soit les graminées ou les dicotes, on n'arrive pas à de grainaison. Ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. Bien. Les graminées, c'est très variable et globalement, on a des gros soucis, elles passent à travers, quoi. Les raie gras et les vulpes, les l'avoine lève dans les couverts. Voilà. Alors comment on pourrait faire? Ça nous pose Alors ils ne vont pas arriver à grenaison, ça c'est sûr, on le sait. Par contre, sortie d'hiver, on va avoir du mal à les gérer, notamment pour nettoyer, en fait, pour l'implantation de cultures de printemps en l'absence de glyphosate. On ne va pas débattre là-dessus, mais c'est vraiment la question actuelle maintenant. Hein.
Est-ce qu'il faut conserver le glyphosate? Si on le conserve, enfin voilà, hein, si on supprime le glyphosate de ce genre de système, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être compliqué, c'est difficile. Alors, il y en a qui arrivent à faire du pâturage. Alors, je suis allé voir là un petit peu les pâturages de couverts dans le nord, dans le Poitevin, là-bas. Les brebis, elles aiment bien le régras, mais ça ne suffit pas. Hein. J'ai pris des photos, les régras, ils y sont encore, hein, malgré le passage de brebis. Donc, ça ne suffit pas. Puis, c'est très spécifique, c'est très ponctuel. Est-ce qu'on a des couverts susceptibles de réduire le développement végétatif des régras? Eh bien, pas vraiment. On a fait un petit screening rapidement avec des moutardes, des crucifères, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que parfois on arrive à les étioler un petit peu les régras, et peut-être ça faciliterait la destruction à sortie d'hiver, mais c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce qu'on pourrait retarder la levée des régras, des vulpis, tout ça dans le couvert? C'est-à-dire qu'on sème un couvert au mois d'octobre, et tiens, je cherche Jean là, voilà. Est-ce que Jean, d'après toi, on ne pourrait pas passer un coup de RC-tri à l'automne dans les couverts, de façon à un peu nettoyer les parcelles, pour éviter, pour retarder du moins la levée des régras, tu vois? Pour essayer de traiter ça comme des réserves. Voilà, exactement, voilà, c'est là. Bon. On a des idées, on pourrait mettre en place, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que actuellement, la difficulté, la problématique actuelle, c'est les graminées, vous le savez. Pourquoi c'est les graminées? Parce qu'on est dans une tendance de réduction des herbicides racinaires dans les céréales, une explosion des populations résistantes aux herbicides, on a des stocks semenciers qui sont blindés, il y a beaucoup de graines dans le sol, et ensuite on a une tendance à la réduction du travail du sol. La réduction du travail du sol, c'est l'enfouissement sur les graminées, c'est un petit peu la pratique qui peut nous permettre de sauver sauver les meubles, hein, c'est de les enfouir. On n'est pas obligé de les enfouir à 20 ou à 25, on peut les enfouir superficiellement. Un régras, ça germe au maximum à 3 cm de profondeur. Donc si on arrive à les enfouir, à faire un bourrelet suffisant pour les enfouir, ça suffit pour gérer les régras, sans pour cela diluer la matière organique dans la totalité de l'horizon. Hein. L'équation est difficile. Hein. Et pour finir, ouais, on a encore plein de... Ouais, j'ai complètement lâché mon... J'ai complètement lâché mon diable. Ça fait rien, on discute, on est entre nous. Voilà. Alors, pour finir... On a deux difficultés, donc je vous l'ai dit, les graminées, les vulpis, la résistance, tout ça. Donc c'est un groupe très compliqué avec le glypho. Et puis on a une autre difficulté, c'est en culture de printemps, la pression de ces espèces estivales. Donc les datura, l'exanthium, l'ambroisie, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier de l'interculture entre la récolte des céréales du colza et l'implantation des couverts à l'automne, puisqu'on a dit que ça serait bien de les semer un peu plus tard à l'automne, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il fait très chaud, très sec, c'est difficile, c'est très risqué d'implanter des couverts juste après, en plein été. Et puis la deuxième, c'est que peut-être on pourrait retarder la levée des régras, et bien profiter de cette interculture-là pour essayer de faire du déstockage de ces espèces d'exanthium, des datura et des ambroisies. Il y a deux options. Soit on essaie de faire ça et on travaille l'été, on passe des outils régulièrement pour essayer de déstocker ces espèces. Soit on sème directement, rapidement un sorgho juste après récolte pour couvrir le sol. Mais à ce moment-là, on ne nettoie pas le stock semencier. C'est-à-dire que le stock semencier va rester tel qu'il est, ça ne bougera pas. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous mettre tous les problèmes sur la table. À partir d'un essai qui date quand même de 6 ans ou 7 ans, là, bon, voilà. Mais si vous avez des questions, je peux répondre. Je vous remercie. Merci Alain. Tu nous as mis des questions ou des problèmes sur la table, mais qu'on apporte tes réponses. Est-ce qu'il y a quelques questions justement par rapport à cette intervention-là? Bon, faire des couverts sans glyphosate, c'est pas possible. Bah, comme l'a dit Jean-Marie, hein, c'est ça? Jean-Marc, je ne sais plus. Chacun son couvert. Chacun son couvert. Le problème des couverts, c'est que c'était territorialisé. Et il y a des régions où ils vont le faire, ils pourront faire des couverts sans glyphosate. Hein, si tu vas dans des sols légers, sans argile, hein, voilà, où tu peux travailler au printemps, tu peux retourner tes couverts. Tu vas dans les Landes, par exemple. Tu retournes, tu passes ton labour, le lendemain, tu peux semer ton truc, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème de glyphosate là-bas. Hein. Par contre, tu viens dans les argiles, dans le roguet, tu sais mieux que moi. C'est une autre histoire. Hein. Voilà.
Ouais, c'est un choix de société, hein, comme on disait. Hein. Il y a Marc au fond, il prend des notes. Hein. Attends, je t'amène le micro. Oui, ma question est prospective, je suis d'accord avec toi, il ne faudrait pas que je le dise trop fort. Difficile sans glyphosate actuellement. Hein. Et c'est Stéphane Le Foll qui le disait, jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. Mais enfin, demain. Benzobicyclone dans tout ça, l'Avanza qui nous est promis 2025-2026. J'ai pas, excuse-moi. La substance active benzobicyclone qui est notre perspective antigraminée. Hein. Oui, c'est peut-être trop tôt pour en parler. Actuellement, on déroge sur certaines cultures, notamment sur riz. Hein. Bon, mais c'est pas pour tout de suite, donc. Alors, pour te rassurer, Arvalis a mené des essais avec tout ce qui est les bioherbicides, en combinant bioherbicides et travail mécanique. C'est Jérôme Labrèche qui a fait ça. Hein. Ça marche pas, hein, c'est pas du glyphosate, hein, on est d'accord. Hein. Il faut le mettre, hein, faut le dire. Voilà. C'est embêtant parce qu'on sent que ces couverts, ils ont beaucoup de vertus agronomiques et qu'on part d'un modèle initial unique dans les années 90, 2000, on est un modèle unique. Et là, on est en train de rayonner sur plein de modèles et ces couverts, ils nous amènent beaucoup de possibilités. Mais par contre, il faut avoir des... Voilà, s'il y a un message à donner, c'est ce point de vigilance au regard de la flore adventice. Par rapport à ces couverts. Ces couverts qui sont très vertueux doivent être surveillés de près, notamment sur l'évolution du salissement. Et dans un contexte de réduction des... Ça va te faire plaisir, Marc, de réduction des solutions de désherbage. Ouais. Et de réduction du travail du sol. Bon, voilà. On ne peut pas tout avoir. Hein. À un moment donné, il faudra choisir.